Il m'arrive souvent d'aller du côté de Guînes. Juste avant d'arriver au village, enfin la petite ville, entre Campagne-les-Guines et Écotte, et quand c'est la saison, il y a des champs de patates à perte de vue. Et en passant devant ces champs qui me font penser au paysage de plaine du côté d'Arras, on peut voir après les récoltes quelques voitures et vélos stationnant ici et là. Dans les champs, quelques personnes courbées sur la terre avec un sac ou un panier ramassant les patates laissées sur le sol. En observant ces gens, j'avais constamment en tête ce tableau de Millet, les glaneuses. Vous savez, celui qui représente 3 femmes de la frange la plus pauvre de la population rurale. Celle qui, dépourvue de terre, est traditionnellement autorisée à glaner dans les chaumes les épis de blé restant après la moisson. Figure courbée, ramassée, alourdie par la dureté du travail, assombrie par l'ombre des corps pliés vers la terre, au point qu'on ne distingue pas les visages. Glaner, c'est une coutume. C'est une coutume qui autorise les passants à ramasser ce que le cultivateur a laissé sur le sol après avoir récolté du blé, du maïs, des pommes de terre ou des pommes tout court. C'est bien simple, hein. Si vous ne rechignez pas à vous baisser un peu et avec beaucoup de patience, vous pouvez ramasser de quoi nourrir la famille pendant une paire de jours. Cette image de glaner me fait également penser à la légende de Saint-Nicolas, car au début de cette légende, il est bien question de glaner au champ. C'était il y a très longtemps. Une pauvre femme faisait vivre avec beaucoup de difficultés sa petite famille. La vie ne l'avait pas épargnée. Son pauvre mari était décédé depuis si longtemps que les pauvres 3 enfants ne se souvenaient plus de leur père. Elle chessinait la vue et les mains sur les beaux habits qu'on voulait bien lui laisser ravauder. Elle s'éreintait le dos sur les paniers de linge que les dames de la haute société voulaient bien lui faire laver, sécher et repasser. Et comme si cela n'était pas suffisant, elle se fatiguait à briquer et récurer les escaliers de bois vernis. Une façon honnête, comme lui avait dit son logeur, de régler les années de loyer en retard. Et c'est dans cette ambiance sereine que la pauvre femme tentait de subvenir aux appétits féroces de ses 3 enfants. Cela d'ailleurs lui rendait bien, car il n'était pas un jour où ils ne chérissaient leur mère. Chaque jour une attention gentille, un petit bouquet de fleurs des champs, une bonne note en glace, une rose blanche le dimanche, et le petit déjeuner toujours prêt. Un jour sans école, ils partirent tous les 3, tôt le matin, pour glaner au champ. Et nous pourrions commencer par le champ du père Louis, il paraît qu'il vient de ramasser des patates, avait dit l'aîné des garçons. Oui, et puis après, il y a le pré d'en haut, il doit sûrement rester quelques épis de maïs. Et le troisième de rajouter, nous pourrions aussi, en rentrant, passer par le petit bois, je suis sûr qu'on trouvera quelques châtaignes. Et c'est ainsi que les 3 garçons s'en allèrent très tôt le matin pour glaner au champ. Pauvres petites silhouettes, dans un matin glacé d'automne. Leurs petites figures courbées vers le sol, ramassant de leurs petites mains les pommes de terre presque gelées par un vent du nord qui leur glaçait le sang. À midi, ils se contentèrent d'un quignon de pain et d'un café froid qu'ils avaient eu l'idée d'emporter avec eux. Puis, ils allèrent vers le pré d'en haut, leur sac à mi-temps rempli de pommes de terre. « Allez, du courage mes frères, dites-vous que ce que nous faisons c'est pour soulager notre mère. » Et les paroles du grand frère redonnèrent courage aux 2 autres. Le pré d'en haut ravigota leur ardeur, car il restait sur le sol de nombreux épis que le fermier s'était abstenu de ramasser. Le temps filait, mais ils étaient vaillants, les 3 frères, et quand ils partirent du champ, plus rien ne traînait. Ah mon Dieu, qu'ils glanaient bien, ces petits-hauts. Puis, sans perdre un instant, ils se dirigèrent vers le bois, dans l'espoir, avant que la nuit ne tombe, de trouver quelques châtaignes à faire griller dans la cheminée. Le plus jeune des garçons avait déjà repéré un endroit dont le sol était couvert de bogues éclatées. Mais, vous savez, même éclatée, la bogue de la châtaigne se bat pour défendre son fruit. Les doigts en sang, nos 3 garçons ramassèrent autant de châtaignes qu'ils le purent, aussi longtemps que la lumière du soir le leur permit. Trop longtemps sans doute, car lorsqu'ils entendirent le hurlement du grand-duc, ils se rendirent compte trop tard
de la nuit qui venait d'envahir le bois et les campagnes alentours. « Oh là là, mais il faut nous rentrer à présent, notre mère va s'inquiéter. » Oh, hélas frérot, comment retrouver notre chemin dans ce noir? Je n'y vois pas plus loin que mon bras. Le petit s'était mis à pleurer. « Nous sommes perdus, nous sommes perdus. » Ah, ne t'inquiète pas, lui dit l'aîné. J'aperçois d'ici une lumière. Allons-y, nous y trouverons sûrement quelqu'un pour nous indiquer le chemin et qui sait, pour nous donner un peu à manger. Et voilà nos 3 garçons qui se dirigent d'un pas gaillard vers la source de lumière. Mais c'est la maison du boucher, cria l'aîné. Oh, n'y allons pas, dit le plus jeune. Nous lui devons tellement d'argent. Il nous jettera dehors, ou pire encore peut-être. Il nous tuera. Les gens du village disent que... Oh, arrête de dire des bêtises. Ne vois-tu pas que nous sommes perdus? Cet homme-là ne nous laissera pas dans le pétrin. Nous ne rentrerons pas, nous lui demanderons simplement notre chemin. Et que peut-il faire de 3 pauvres bambins comme nous? Le plus grand des garçons frappa à la porte de cette étrange demeure. Un homme immense leur ouvrit la porte, paré d'un grand tablier blanc, maculé de taches de sang. Il portait à la ceinture un couteau aussi grand que le plus jeune des 3 frères, et ses mains énormes auraient pu les engloutir tous à la fois. D'une voix terrible, il leur dit « Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci aussi tardive? Vous devriez être chez vous. » Hey, nous sommes perdus, dit l'aîné des garçons. Pourriez-vous nous indiquer le chemin de la ville? Et curieusement, la voix du boucher se fit plus douce, voire gentille. Oh, les pauvres petits bambounets, ils sont perdus. Ben, c'est qu'ils doivent avoir faim, les petits puceaux. Allez, entrez donc vous réchauffer. On ne veut pas vous déranger, monsieur, renchérit l'aîné. On voudrait juste rentrer chez nous, car notre mère nous attend et doit s'inquiéter. Allez, je suis sûr qu'une tarte vous ferait le plus grand bien. Et que diriez-vous d'un bon bol de soupe bien chaude avant de repartir chez vous? C'est qu'il y a encore un bon bout de chemin, vous savez. Les pauvres enfants avaient oublié qu'il exista autant de bonnes choses à manger. Ils en avaient même presque oublié le mot tarte, soupe. La tentation était trop grande et l'homme n'avait pas l'air si méchant. Et quant à son accoutrement, quoi de plus naturel quand on fait le métier de boucher? Alors les enfants passèrent le pas de la porte qui se referma sur eux. C'est à peine s'ils entendirent le bruit de la clé qui bloquait à présent tout espoir de fuite. Oh, le boucher fut si prévenant. Oh, ils eurent leur soupe bien chaude et ils se gavèrent de tarte au sucre. Puis, le boucher, s'étant éclipsé quelques instants, appela l'aîné des frères dans l'arrière de la boutique afin qu'il rapportât chez lui quelques saucisses qu'il souhaitait leur offrir. Bon, ce dernier ne se fit pas prier. Des saucisses, c'était quand même autre chose que les quelques patates aux épis de maïs gelées qu'ils avaient glanées au champ. Puis, ce fut le 2e frère qu'il appela quelques minutes plus tard pour quelques morceaux de lard. Quant au petit dernier, il l'attira avec une belle pinte de saindoux. Ils découvrirent avec horreur dans l'arrière-boutique quel cadeau les attendait. Ils n'eurent même pas le temps de dire ouf que le boucher les égorgea sur le champ, découpa en petits morceaux et mit à saler dans le saloir. Il travailla très tard ce soir-là et des 3 marmots, plus personne n'eut de nouvelles. La pauvre veuve parcourut la campagne désespérée. On dit même qu'elle alla chez le boucher, sans savoir le drame qui était si proche. Et 7 années s'écoulèrent comme un calvaire pour cette pauvre mère. Au bout de 7 années, Saint Nicolas vint à passer dans la contrée. Il eut connaissance du drame de cette pauvre femme et la divine providence mena ses pas chez le boucher. Il sentit, comme peut le sentir un saint homme, le poids du crime de cet homme si aimable chez qui il se faisait inviter. Il devina dans toute son horreur la détresse des pauvres garçons qui trépassaient sous le couteau. « Entrez, Saint-Nicolas, un voyageur comme vous doit avoir si faim. Voulez-vous un morceau de jambon? »« Non, merci, il n'est pas bon. »« Voulez-vous une tranche de veau? »« Non, merci, il n'est pas beau. »« Mais
Que pourrais-je vous donner à votre bon vouloir? Donne-moi plutôt du petit salé, depuis ces temps qu'est dans le saloir. On dit qu'à ces mots, le boucher fut saisi de terreur, qu'il s'enfuit à toutes jambes et qu'on ne le revit plus jamais. Il reste fort à parier que, s'il n'est pas mort, il court encore. Quant à Saint-Nicolas, il s'approcha du saloir, leva 3 doigts et ressuscita les jeunes garçons. Le premier dit « Oh, j'ai bien dormi !» Et le deuxième dit « Oh, et moi aussi !» Quant au troisième, il ajouta « Je me croyais au paradis !» Je crois également que personne ne pourra décrire la joie de la veuve qui vit revenir après 7 années les petits dont elle désespérait. L'histoire est dite, la légende entendue, et le conte est fini. La 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 la.